Ça y est, c'est la reprise en NBA, en tout cas pour les scrimmages, les premiers matchs d'entraînement ont eu lieu dans la bulle à Orlando, on va enfin reparler NBA sur le terrain. Vous écoutez Dunk Hebdo, c'est Adrien qui vous parle et on n'est pas trop de 4 aujourd'hui pour la reprise. Et tout d'abord, honneur bien sûr au nouveau papa, on en a parlé la semaine dernière mais les félicitations en direct s'imposent. Ah oui. Donc encore félicitations Tom. Oh, applaudissements. Merci. Comment ça va la vie de père de famille ? Ah bah ça va, écoute, hein, on dort un peu moins que d'habitude, mais sinon ça va, enfin le bonheur surpasse en fait le manque de sommeil. Donc en tout cas merci à vous du coup pour la dédicace dans le pod de la semaine dernière et aussi à tous ceux qui m'ont mentionné, qui m'ont félicité sur les réseaux sociaux, que ce soit en message privé puisqu'on peut plus dire DM caution Montaigne et voilà sur Twitter via des tweets. Et bah très bien, et ensuite autre bonheur, le retour tant attendu de Coach Pierre, dont l'équipe a fait une belle entrée en matière pour ses matchs d'entraînement à Disney, même si c'est un peu compliqué à l'heure où on enregistre. Ça va du coup Pierre ? Ça va, salut Adrien, content d'être de retour. Et enfin, on retrouve celui dont l'équipe a trébuché face au Thunder de Pierre pour son premier scrimmage à Orlando, c'est Alan. Comment ça va Alan ? Salut, c'est un trébuchement chronique. On va dire. C'est surtout que juste avant l'arrêt de la saison, ils jouaient ensemble avec un gros money time de Chris Paul. Vous leur prenez le match juste avant. Et de Schroeder aussi qui gagne le ballon à la fin. Mais 3 semaines avant, on gagne chez eux aussi, hein, donc il n'y a pas de. C'est vrai. Une époque où ça, Pierre oublie souvent de le dire. Non, mais c'était une époque où Tatum avait une vraie coupe de cheveux aussi, il faut le montrer. Bon, ça change beaucoup. On n'est pas là pour faire un podcast coiffure visagiste comme dirait Alan, messieurs. C'est le retour de la NBA. Donc on a décidé ensemble de faire une revue d'effectifs avec toutes les équipes qui vont s'affronter dans les prochaines semaines. C'est donc Dunk Hebdo, épisode 217. C'est parti. Retour de la NBA, donc revue d'effectifs par Dunk Hebdo. Pour ça, on va prendre quelques minutes par équipe présente dans la bulle à Orlando. On va tour à tour pointer un joueur ou peut-être un coach, qui sait, qui selon nous va avoir une certaine importance sur les résultats de son équipe en fonction évidemment des ambitions de chacune pour cette fin de saison. C'est pas plus compliqué que ça, donc je vous propose de commencer tout de suite par le bas du tableau et la première équipe qu'on va évoquer donc. C'est les Washington Wizards et on va commencer par Alan. Alors qui selon toi dans cette équipe des Wizards doit-on surveiller ou en tout cas regarder, parce que surveiller c'est peut-être un grand mot, en tout cas dis-nous tout. Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que ils sont là, mais comme vous en aviez bien parlé pendant l'épisode sur comment a été formée cette bulle et qui était là, on comprend pas trop pourquoi ils sont là. Enfin, ils sont là mais ils sont pas là. Mais quand tu regardes l'effectif, c'est assez marrant. Franchement, moi, je sais pas ce que vous en pensez. On dirait un effectif de G-League. Ouais, c'est les Wizards. C'est les Gogo, Tom. Les Gogo. Les Capital City Gogo. Capital City Gogo Wizards. C'est ça. C'est qu'il manque Bill et Bertans qui sont les plus intéressants à suivre, on va dire. Ouais, exactement. Et Wall aussi. Wall surtout. Oui, voilà, évidemment. Donc en vrai, ça va être un peu cliché de dire vas-y, je vais regarder des jeunes, mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre que regarder des joueurs qui normalement devaient jouer peut-être entre 10 et 20 minutes, qui vont avoir un temps de jeu monté à 30 minutes. Et en fait, moi, celui que je vais regarder, c'est Jérôme Robinson en fait. Parce que je me rappelle qu'il avait été drafté en loterie, ça avait surpris beaucoup de monde. C'était quand les Clippers avaient pris Shai et puis Jérôme Robinson juste après. Il a été échangé à la deadline dans le deal. Un deal qu'on aura pu ramener des vétérans pour aider les Clippers sur le run de fin de saison. Il a toujours ce pedigree de joueur de loterie que pour moi il n'avait pas au moment de sa draft. Donc là, est-ce qu'il va pouvoir un petit peu se montrer ? Il est dans sa deuxième année. C'est le joueur qui m'intrigue le plus du côté des Wizards. Ouais, c'est les joueurs qui sont là pour se faire une place finalement, ou se refaire une place qu'on va suivre. Je sais pas, Tom, toi, est-ce qu'il y a un autre joueur que tu as envie de citer ou pareil, on reste sur ce constat des jeunes, quoi. Moi, j'irais plutôt du côté d'Ish Smith, en fait, puisque voilà, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal montré des choses. Ça fait, il est arrivé dans la ligue, il est de la draft 2010, Ish Smith, et c'est un joueur qui a plutôt bourlingué qui a pas mal bourlingué dans la ligue et qui s'est établi en tant que meneur backup plutôt sérieux. Et moi, j'ai envie de le voir en fait dans un rôle un petit peu plus gros avec des jeunes, voir du coup qu'est-ce qu'il peut faire en termes de mentorat en fait dans cette équipe là, et aussi vu que il y a pas mal
mal d'équipes qui vont chercher des meneurs backup d'ici la prochaine intersaison. Lui, il est sur contrat encore pour l'année prochaine à 6 millions. Peut-être qu'une équipe peut essayer de le récupérer, lui, pour aller sur un banc de contender l'année prochaine. Donc, je pense que lui, il a tout intérêt à bien se montrer puisqu'il sera en concurrence avec des gars comme DJ Augustine et Jeff Teague, par exemple, pour trouver un poste de backup meneur l'année prochaine. Oui, c'est ça, dans la bulle, il y a des joueurs aussi qui peuvent se montrer, on y pense. Pierre On vend du rêve, là, on vend du rêve. Les Wizards. Pierre, vendu du rêve avec les Wizards. Je suis d'accord avec Tom, j'aime bien Ish Smith en plus, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, peut-être qu'il pourra se montrer un petit peu. Pour les Wizards, j'avais essayé de regarder quel joueur était en fin de contrat, mais il y a Bertans qui est même pas là, il n'y a pas Bill qui aurait pu se montrer un peu pour un trade, enfin, il n'y a pas grand-chose. Du coup, moi, c'est peut-être Rui Hachimura que je vais regarder, parce que ça sera l'option numéro 1 offensive, en fait, simplement, pour un rookie. Alors, il n'y aura que 8 matchs, parce qu'ils vont pas se qualifier en playoff, mais ça sera intéressant de voir comment il est utilisé, comment il va assumer un petit peu ce statut. Et après, Maurice Wagner, voir qu'est-ce qu'il peut donner avec un rôle peut-être un petit peu augmenté. Encore que c'est pas le poste où ils sont le moins fournis à son poste. Mais ouais, c'est peut-être les deux joueurs que j'ai envie de voir, les jeunes en fait. Les jeunes des Wizards, est-ce qu'ils pourront en faire quelque chose dans le futur? Bon, c'est que 8 matchs, mais au moins, est-ce qu'ils ont progressé pendant ces petites périodes de sans NBA? Ouais, bah, je pense que ça va être la conclusion. Moi, j'étais un peu sur la même optique sur les jeunes. Hachimura, avec la hype, il a été assez décrié par certains, encensé par d'autres, donc ça va permettre de voir où on en est du projet Hachimura, les autres jeunes comme vous avez dit. Je pense qu'on va pas s'étaler plus longuement sur les Wizards, on va pouvoir enchaîner du côté de Phoenix. C'est Phoenix, l'équipe juste au-dessus dans les standings. Pierre, je vais te redonner la parole. Peut-être c'est plus intéressant du côté de Phoenix. Qui t'as envie de regarder précisément pour cette reprise? Un petit peu, c'est plus intéressant déjà parce que ils sont un peu moins hors course, même si ça paraît très compliqué pour eux à l'ouest. Et c'est dû aux blessures qu'ils ont eues cette année. Je pense qu'ils auraient pas eu certaines blessures, notamment de Rubio, ils seraient largement dans la course, peut-être devant certaines équipes. Je vais regarder le duo Booker-Ayton. C'est simplement parce que c'est censé être leur duo du futur. J'ai très confiance en Booker, je suis vraiment fan de ce qu'il montre. C'est vraiment un futur grand, très complet en attaque. Et Ayton, on l'a loupé un paquet de matchs dans la saison, à cause de suspension. Après, il a des petites blessures. Donc là, ça sera intéressant de voir comment il arrive dans la bulle, comment il est en forme, comment il peut dominer aussi, comment il peut dominer en fait, simplement. Tom, t'es d'accord aussi? Ayton t'intrigue ou t'as un autre nom qui te vient? Moi, Ayton m'intrigue beaucoup puisqu'il a raté pas mal de matchs cette saison à cause de sa suspension. Mais moi, le nom qui me revenait plus, ce serait plutôt Saric, puisque je pense que c'est le joueur qui a le plus à jouer du côté de Phoenix. Voilà, il est en fin de contrat. Phoenix peut décider d'activer sa qualifying offer ou sinon de le laisser libre, quoi. Donc c'est un joueur qui joue gros et qui c'est peut-être ça, la dernière fois qu'on le voit en NBA s'il nous fait pas une Mirotic de l'année dernière. C'est vrai que c'est possible. Je suis d'accord avec Tom d'ailleurs. Moi c'est Ayton que j'ai envie de voir, mais c'est sûr que c'est Saric qui joue le plus pour répondre mieux à ta question, Adrien. Je suis d'accord avec Tom. Oui, c'est sûr que Saric, en plus le profil était intéressant, au complet, ces Suns, ça paraissait intéressant, c'est vrai que ça va être la question à se poser. Même chose pour toi, Alan? Non, moi c'est Ayton et la sélection de tir de Ayton. Ouais. Est-ce qu'Ayton prend les 3 points? C'est la chose la plus intéressante. Il y a des petites déclarations qui sont sorties sur Monty Williams, peut-être pour un petit peu changer ça. Et si DeAndre Ayton se met à tirer des 3 points, qu'il y a des schémas qui sont mis en place pour lui et qu'il arrive à s'écarter, parce que c'est un super finisseur dans tout ce qui est ce que doit faire un intérieur. Il n'était pas numéro 1 à draft non plus pour rien. Tout le monde dit que c'était Luka qui devait l'être, oui, mais Ayton n'était pas... Elle l'était pour certaines raisons. Et voilà, s'il commence à tirer à 3 points, moi c'est ce que je vais regarder. Même pas s'il les met, juste s'il les prend et dans quelle situation on le met pour qu'il les prenne en gros. Ouais, je suis assez d'accord. Je vais plus physique. Adapter son jeu, en tout cas on a vu sur les dernières semaines où il revenait, moi je trouve qu'il évolue bien, Ayton, c'est intéressant, on oublie qu'il a 22 ans, tu l'as dit, il était numéro 1 de draft, c'était un pivot, alors il est un peu éclipsé par les deux guards qui brillent. Non mais voilà, dans l'esprit, mais c'est aussi parce que les pivots, on le sait de manière globale, éclos un peu plus tard, et sa trajectoire pour l'instant est pleine de grandes promesses. Et après, pour la blague, je pourrais dire que je pourrais regarder Cameron Payne, parce qu'il était signé par les Suns. Je veux voir pourquoi, encore une fois, une équipe s'intéresse à Cameron Payne. Mais voilà, c'est plus pour se marrer, effectivement. Ayton, Saric, donc pour nous, du côté de Phoenix. Et l'équipe d'après,
c'est San Antonio. Alors on n'a pas Madiane, malheureusement, mais quand même pour les Spurs, il y a quand même des choses à regarder, je pense, du côté des Spurs. Bah tiens Tom, à toi cette fois-ci, quel joueur tu as envie de suivre du côté de San Antonio? Moi, ce sera Jacob Poeltl. Jacob Poeltl, ami de Ben et pour la caution Montaigne, coureur de cercle qui, je pense, un peu sous-estimé. Je pense, enfin, on sous-estime ses capacités athlétiques tout simplement parce qu'il est blanc. Enfin, moi, je pense. Hein. On n'en parle pas, mais c'est un mec qui est super intéressant pour finir proche du cercle, qui est très intéressant aussi pour la protection de la raquette. Et il aura en fait l'occasion de jouer, puisque Trey Lyles et Aldridge ne seront pas là. Il pourra certainement jouer peut-être avec Rudy Gay pour avoir un peu une raquette un peu moderne avec un joueur qui est combo 3-4 à ses côtés et lui qui serait plus du coup le finisseur vertical, fort finisseur au cercle. Donc je pense que ça peut être intéressant pour lui. Et c'est un joueur qui peut montrer qu'il peut être peut-être titulaire l'an prochain dans une bonne équipe. Hein. Peut-être, c'est vrai que du côté Spurs, on peut se montrer un peu de partout. Alan, à toi, est-ce que tu veux nous parler de Samanic ou de quelqu'un d'autre? Oh non. Non, si les gens veulent écouter, je renvoie un épisode auquel j'ai participé de Spurs Break sur les jeunes des Spurs. C'est vraiment une équipe où j'ai vraiment, et c'est terrible, il n'y a rien trop trouvé à dire les Spurs. Vraiment, mais vraiment. Hein. C'est flou comme situation. Aldridge n'est pas là, donc on pourrait dire qui va se montrer à sa place. On pourrait dire le cliché, voilà, des gens de Temeray, Derrick White. Mais je vois pas des choses intéressantes. Peut-être le staff sans Pop, mais comment ça s'évalue? Une chose comme ça, comment ça se, tu vois, peut-être des ajustements en match, mais pourquoi on ferait ça? Pourquoi on regarderait ça si Pop est destiné à être là? Je sais pas du tout. Ouais, puis avec un effectif incertain qui peut changer les ajustements en match, bon. Exactement, avec un effectif incertain. Je dirais, moi, c'est un joueur que j'aime trop et je le regarde tout le temps. Je l'adore, c'est Patty Mills en fait. Patty Mills, ça m'étonne pas. Je le trouve juste le bombardier. Cool, je le trouve juste trop cool, Patty Mills. Le Eddie House australien. Et, donc, ouais, en fait, je vais regarder lui. Si je dois regarder les Spurs, j'aime bien quand il joue. Donc, c'est un super joueur, je trouve. Très bien. La vieille garde, du coup, pour Alan. Pierre, plutôt équipe des vétérans ou des jeunes alors pour les Spurs? Au début, je voulais pas trop parler d'un joueur, j'aurais aimé dire le staff ou le front office, mais on sait qu'aux Spurs ça changera jamais de toute façon, donc ça sert à rien de les observer. Mais dans le cas d'une autre franchise qui est dans la situation des Spurs, je pense que certains postes auraient été menacés. Donc du coup, plutôt côté joueur, là Alan a dit que c'est cliché, mais au bout d'un moment, il va falloir regarder leurs jeunes, et notamment sur les postes meneurs arrière. Il va falloir faire des choix un jour parce que après 2021, donc après la saison prochaine, très peu de monde sous contrat. Il n'y a que des jeunes Temeray actuellement qui a un contrat garanti en 2021-2022. Il faudra faire des choix à ce moment-là parce que là, tu as pléthore de joueurs qui sont moyens, qui sont pas décevants ni complètement convaincants. Certains, tu as plus d'espoir que d'autres. Peut-être sur Lonnie Walker, tu as plus d'espoir. Peut-être sur Johnson aussi. Mais à un moment, il y en a certains qui vont devoir se montrer et il va falloir faire des choix aussi dans la rotation, ce qui, à l'impression, n'est pas fait en fait depuis un moment aux Spurs, notamment sur ces postes-là. Ouais, c'est ça, c'est que c'est assez homogène en termes de niveau des jeunes. Moi, c'était ça aussi que j'avais envie de pointer, c'était la question des choix qui va être fait entre les joueurs planchers et les joueurs plafonds, grosso modo, pour reprendre une expression chère à Tom. Est-ce que Bryn Forbes, Derrick White c'est suffisant, ou est-ce que tu vas vouloir donner plus la chance à un Lonnie Walker qui a peut-être un plafond potentiel plus haut, surtout libéré de sa coiffure pour des raisons qu'il a expliquées dans sa Players Tribune. Mais voilà, moi Lonnie Walker, j'aime bien ce profil de pétard ambulant, mais voilà, la question ça va être de quels choix vont être faits du côté des Spurs. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses d'autres à ajouter et à regarder pour San Antonio sur cette fin de saison qui vise pas non plus a priori les playoffs. Ça risque d'être très compliqué à l'ouest. Donc on enchaîne, tant qu'à faire. Allons sur des équipes peut-être un peu plus hype, notamment en termes de jeunes, puisque c'est Sacramento les suivantes dans la liste. Et Alan, je vais me tourner vers toi. Cette fois-ci, on continue la rotation. Du côté des Kings, qu'est-ce qu'on va regarder? De'Aaron Fox. Évidemment. J'ai dit la semaine dernière, De'Aaron Fox. Il y a avec plusieurs choses en ligne de mire potentiellement. Peut-être une qualification en play-off. C'est compliqué, mais on ne sait pas. Et peut-être là pour le deuxième contrat qui pourrait peut-être être mis en place pour les joueurs qui ont été draftés en 2017. Je pense qu'il pourrait faire beaucoup de choses. Moi, c'est un joueur que j'apprécie assez. Et voilà, voir comment il peut. En fait,
Pour moi, c'est pas le leader c'est le leader peut-être vocal et peut-être du futur, mais c'est pas encore le leader terrain des Kings, qui est plus Bogdanovic, je trouve, sur certains passages. Buddy, il a ce rôle de pétard, qui est des joueurs qui va toujours mettre des tirs, mais qui est vraiment le leader des Kings prochainement. On pensait que voilà, ça allait être super intéressant. Ils avaient drafté Fox, ils avaient drafté Bagley, ils avaient récupéré Hield. Il y avait Bogdanovic, on voyait cette espèce de quatuor. Ils avaient récupéré Barnes, c'est des vétérans. Il y a pas mal de déceptions, et là je pense que Fox peut-être c'est un joueur qui a une grosse mentalité, qui aime bien les compétitions internes face à d'autres meneurs. Et moi je vais vraiment le regarder lui aussi, parce qu'il n'y aura pas Bagley malheureusement. Très bien. Fox du côté d'Alan. Tom aussi, équipe Fox, ou il y a peut-être d'autres role-players Moi, Team Buddy, Team Caraïbes. Donc, ouais, Buddy Hield que je vais regarder, puisque je pense que, comme Alan l'a dit, hein, il y aura certainement pas Marvin Bagley, puisqu'il est blessé. Donc, du coup, je pense qu'ils vont devoir jouer avec des pivots qui ne shootent pas. Et du coup, il y aura des répercussions sur leur spacing. Donc, je pense qu'ils vont jouer avec des joueurs qui shootent à l'extérieur, puisque, voilà, si tu es obligé de faire jouer Harry Giles, un pivot, même Richard Holmes, qui lui aussi a une belle histoire de la bulle, voilà. Donc si tu es obligé de compter sur ces joueurs-là au poste de pivot, ça veut dire que tu peux pas, t'as aucun de tes pivots en fait qui peut s'écarter. Donc en fonction de si tu joues avec Bjelica ou pas, ou si tu es obligé de faire jouer Jabari Parker, il va te falloir du shoot en fait à l'extérieur. Donc je pense que Buddy Hield va avoir un rôle prépondérant, puisque je pense qu'il sera souvent associé à Fox et aussi Bogdanovic. Je pense que les trois seront souvent associés ensemble, et je pense que lui, il aura son épingle à tirer, puisque ce sera la menace principale extérieure de l'équipe. Ouais, je suis assez d'accord. Avant de te donner la parole, Pierre, effectivement, moi j'avais noté la situation Buddy Hield, parce qu'on sait aussi qu'il y a eu quelques embrouilles. C'est un grand mot pour dire ce qui s'est passé, mais voilà, il y a des questions qui se posent sur la situation de Buddy Hield. Sortira du banc, doit être titulaire, etc. Et je pense que ça peut permettre tout ce que tu viens d'évoquer au niveau basket, d'éclaircir un peu le terrain, peut-être de remettre un peu de sourire sur le visage de Buddy Hield, et lui permettre un peu de progresser. Donc voilà, je me suis permis. Pierre, toi aussi, Buddy Hield, Fox, peut-être Bogdanovic aussi. Ah ouais, je vais prendre le troisième larron, Bogdanovic. Parce qu'il arrive en fin de contrat, il a 27 ans, donc le prochain contrat pour lui, ce sera peut-être, et c'est peut-être même pas sûr, mais son dernier contrat long, et le dernier contrat où il prétend à une bonne somme, puisqu'il a commencé en NBA assez tard. Bogdanovic s'était imposé en Europe avant. En fait, j'ai envie de voir, je pense qu'il sera utilisé à peu près de la même façon, et que les trois seront utilisés ensemble, comme l'a dit Tom, mais à quoi il va prétendre cet été en fait? Est-ce qu'il va avoir un rôle de exclusivement shooter dans une équipe forte où il aura un contrat plutôt faible? Par exemple, si on l'imagine aux Lakers, il y avait un peu à un moment cette rumeur de comment il sera utilisé là-bas. Ou alors est-ce qu'il aura un rôle plus important dans une équipe un peu plus faible, comme il a un petit peu maintenant, où il aura plus de création balle en main, où il sera beaucoup plus utilisé, il aura un rôle plus prépondérant en attaque. C'est pour ça en fait j'ai envie de voir déjà là comment il va être utilisé, en quelle forme il va être, et surtout ce qui va lui arriver cet été. C'est pour ça que lui a beaucoup à jouer. S'il est bon maintenant, il aura peut-être plus de propositions cet été, des propositions qui diverses, j'ai envie de dire. Certains qui pourront parier sur lui en tant que créateur, ou en complément, ou deuxième ball handler par exemple. C'est vrai. D'accord, totalement d'accord. Et bien également, voilà, il y a un trident à surveiller du côté des Kings. Vous les avez, Fox, Bogdanovic et Hield. Et bien du coup, on va pouvoir continuer avec une équipe qui bénéficie d'une certaine hype, qui a bénéficié de cette bulle étendue, évidemment. On va pouvoir en parler maintenant. C'est les Pelicans, bien sûr, de la Nouvelle-Orléans. Du coup, Pierre, c'est à nouveau à toi. Évidemment, il y a certains noms plus faciles que d'autres, mais lequel t'as envie de donner du côté des Pelicans? Celui du meilleur joueur des Pelicans, Brandon Ingram. Non, sans faire de blague sur Zion. Brandon Ingram, parce que lui aussi arrive à un moment phare de sa carrière. Il s'est imposé cette année, première sélection All-Star. Il a porté un petit peu cette équipe-là toute l'année, même s'il y a eu des moments difficiles, et que l'arrivée de Zion les a bien aidés à remonter dans le classement, et les a bien aidés à être sélectionnés pour être dans la bulle. Je pense qu'il doit dominer lui aussi sur ces 8 matchs qui restent. Il doit se montrer comme vrai franchise player, ou en tout cas futur duo dynamique avec Zion. Je pense qu'il doit continuer de progresser en fait. Simplement, c'est un joueur qui, s'il a pu s'étoffer un petit peu, j'ai pas trop vu ça pendant
pendant le hiatus et continuer de progresser sur son jeu, il peut devenir vraiment fort. Hein. Il a un poste très important, il est long, il est complet. Voilà. Ça peut être très intéressant de l'avoir dans le futur. Et je trouve plutôt complémentaire avec Zion. Alors après, à voir comment ils équipent ça autour. Il faudra du shoot notamment, mais j'aime bien cette optique de futur duo. Et si peu de gens ont de doutes sur Zion, à part peut-être physiquement, lui, il y a un peu plus de doutes peut-être, et il doit encore prouver, bien qu'il l'ait très bien fait cette année. Ouais, de doute et d'importance, comme tu disais, parce qu'il a le poste de l'aile qui est toujours une vraie question et très important dans la ligue, notamment à l'Ouest. Je sais que Tom, c'est un sujet qui t'intéresse notamment. Toi aussi, Brandon Ingram ou quelqu'un d'autre? Alors, quelqu'un d'autre que, je pense que ça va vous surprendre totalement. Moi, le joueur que je vais surveiller, c'est Kenrich Williams. Alors, en fait... on s'y attendait pas. On parle pas de... On sait que tu l'aimes bien, ça me surprend même pas, je sais que tu l'aimes bien. Bah, tu vois, comme tu as dit, Adrien, l'aile, c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, le meilleur défenseur à l'aile des Pelicans, c'est Jrue Holiday. Chaque fois qu'ils jouent un gros extérieur, chaque fois qu'ils vont jouer par exemple Kawhi, LeBron, c'est Jrue Holiday qui doit se coltiner ce gros joueur-là, et c'est pas possible. Et en fait, Kenrich Williams, c'est un joueur qui a des mensurations... similaire. En gros, c'est un joueur qui a le morphotype un peu comme celui de de TJ Warren en fait. Il a un peu le même morphotype que TJ Warren, il est solide, il est costaud, et c'est du coup quand tu veux jouer, par exemple, c'est un joueur qui peut permettre aussi à peut-être Zion de jouer, d'avoir des séquences avec Zion au poste 5, puisqu'en fait tu peux rajouter un ailier supplémentaire, puisque Brandon Ingram, c'est pas un joueur qui est aujourd'hui capable de prendre le meilleur ailier adverse. Donc, Kenrich Williams, c'est un joueur qui peut permettre, en fait, du fait de pouvoir l'insérer par sa taille à l'aile, c'est l'un des rares joueurs qui te permet de peut-être mettre Zion au poste 5, puisqu'en fait, si tu veux jouer avec JJ Redick, peut-être qu'ils seront trop petits à l'arrière. Si tu veux jouer avec, par exemple, Derek Favors, c'est pas forcément assez moderne. Après, si tu veux jouer aussi avec Eton Moore, en plus, ou Nickel Alexander-Walker, ça reste un peu trop petit. Donc, c'est le seul joueur qui a le combo, en fait, taille-puissance pour pouvoir contenir peut-être les ailiers et limiter la casse, entre guillemets, défensivement, et permettre d'avoir une explosion avec Zion au poste 5. Mais tu vois un petit problème de spacing quand même. Enfin, il te faut des shooters de l'autre côté quand même. C'est ça. Bah écoute, moi je vais enchaîner aussi sur un intérieur parce que du coup tu m'y fais penser et tu l'as pas cité. C'est Jackson Hayes, moi qui m'intéresse dans cet effectif-là parce que pareil, on a un profil de pivot grand, de coureur de cercle comme dirait Montaigne, comme tu disais. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à jouer. Alors évidemment, il faut peut-être qui sont un peu plus modestes par rapport à ces différentes déclats, mais je pense quand même qu'il y a des choses à faire, et s'il développe un petit shoot à mi-distance, il y a une vraie association à trouver avec Zion pour rajouter de la variété, comme tu disais, dans les différentes line-up qu'ils doivent et qu'ils pourront proposer, selon les match-ups, selon qui tu as à défendre de l'autre côté. Donc voilà, moi c'est Jackson Hayes pour mon côté, et du coup, je crois que c'est Alan qu'on n'a pas encore entendu sur les Pelicans. Exactement, mais en fait... Pierre a tout dit ce que je voulais dire sur Brandon Ingram. Donc moi je suis totalement d'accord avec lui, et c'est un joueur qui m'impressionne énormément. Je vais pas faire le cliché, je vais pas parler de Zion, tout le monde sait que c'est un de mes joueurs préférés, mais Brandon Ingram, en termes d'élévation de niveau depuis qu'il arrive au Pélican, de ce qu'il a joué potentiellement en termes d'argent, de futur rôle, c'est pour moi un joueur qui a vraiment des choses à montrer et qui peut compter rapidement dans la ligue, en fait, vraiment. Il y a des vraies choses à voir sur le futur à court terme des Pelicans. S'il continue à pull-up comme ça à 3 points, franchement, ça va devenir problématique, parce que il y a des flashs de lui offensivement qui sont... c'est super fort. C'est la relève à l'aile, hein. Quand tu regardes la relève au niveau des ailiers, quand tu vois les ailiers qui sont draftés dans les 2015-2016 par là, c'est lui, Jason Tatum. Après, tu as plus des joueurs plutôt défensifs, tu vois, comme OG Anunoby, quoi. On peut espérer que Brown peut-être devienne... Oui, Brown. Oui, effectivement, Brown, je l'ai pas... Oui, Brown, c'est un ailier aussi, même si, tu vois, il joue plutôt 2. Mais tu vois, c'est pas l'ailier initiateur, quoi. Mais effectivement, Brown, on peut le considérer. C'est un deuxième initiateur. Ouais, Ingram, ça va être intéressant de voir comment il shoot, comme tu l'as dit, Alan aussi, parce qu'il y a eu une grosse progression entre année 3 et année 4, avec une quantité augmentée en plus de tirs. S'il arrive à rétirer ça dans la bulle, puis début de saison d'année prochaine, ça va être très solide, ouais. Effectivement, donc Brandon Ingram, je vais citer quand même aussi Lonzo Ball, puisque comme j'ai un peu regardé, c'est vrai que sa nouvelle mécanique, qui ressemble beaucoup plus à un shoot que la catapulte qu'il nous proposait jusque-là,
je trouve ouvre pas mal de possibilités. En défense, il est toujours hyper intéressant. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire au niveau des Pelicans, et je pense que Lonzo Ball aussi méritera son coup d'œil. En tout cas, les Pelicans auront a priori du public. Hein, je pense qu'on s'inquiète pas trop pour eux. Autre équipe qui a une certaine hype, mais pour d'autres raisons, c'est les Blazers, mais qui sont un peu plus bas que ce qu'on pouvait attendre évidemment en début de saison, mais il y a beaucoup de choses à voir. Alors on passe tout de suite sur Slim Melo, je le cite direct comme ça c'est fait. Évidemment on va regarder Melo fin, qui va nous faire de toute façon du Melo, il n'y a pas grand chose à... Melo fin. Ah bah en version Montaigne c'est Melo fin. En plus c'est Melo maigre, hein. Skinny Melo c'est Melo maigre. Hein. Ouais mais là c'est Slim, c'est pas skinny, tu vois, c'est... Ça va être... Il est mec comme C'est sa pas Skinny défense Melo en fait. C'est maintenant, c'est plus compliqué pour enfoncer les gens pour faire le petit step back au poste, ça va être plus compliqué. Mais en tout cas, hors Melo, il y a quand même des choses intéressantes, peut-être notamment le retour de Nurkic, je sais pas, bah tiens Tom, je te donne la parole, qu'est-ce que tu vas surveiller toi du côté de Portland? Bah moi je vais surveiller Damian Lillard. C'est lui qui va être la locomotive de l'équipe. Portland ne pourra rien faire si Damian Lillard n'est pas au meilleur de sa forme. Donc il s'est fendu de certains commentaires du coup avant le retour dans la bulle. Donc voilà, on sait que c'est un joueur qui joint la parole, qui joint l'acte à la parole. Donc du coup moi j'attends de voir qu'est-ce que Damian Lillard va nous proposer. Et si on n'a pas un gros Damian Lillard, les Blazers se passeront à la trappe. Oui, parce qu'on l'a pas dit, depuis les Pelicans, on est sur les équipes qui commencent vraiment à jouer les playoffs. Je t'en prie, Pierre. S'il joue un acte à la parole, il joue pas Damien Lillard. Hein. Non, il dit qu'il voulait pas jouer s'il y avait rien à jouer. Là, techniquement, il y avait rien à jouer. Il y a une qualification en playoff, si tu veux. Pour l'instant, là, il est en play-in. Si jamais on arrête la saison avant qu'elle commence, il est en play-in. Donc, il y a quand même quelque chose à jouer, tu vois. Ouais. Bah allez Pierre, toi qui es médisant sur Damian Lillard, qui tu vas regarder? Ça c'est la rancœur du shoot. Oh non, il nous a mis dans une meilleure situation qu'on était avant et bien mieux que celle de sa franchise, donc au pire. Ouh là là. Hassan Whiteside pour moi, parce que on sait la problématique Hassan Whiteside en termes d'intensité, intelligence sur le terrain et tout ce qui va avec. Il a fait une saison comme Hassan Whiteside fait des saisons, tout simplement. Et là, il y a Nurkic qui revient. Comment il va être utilisé? Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il sera du coup dans le 5 ou pas? Quel rôle il va avoir? Est-ce qu'il va être déterminant ou pas? Et en fait, il arrive aussi en fin de contrat où il va réatterrir ce joueur-là. Parce que c'est quand même... Si tu as un Hassan Whiteside en sortie de banc, si tu arrives à le cadrer un petit peu, c'est quand même... S'il est déterminé, c'est quand même un sacré joueur. C'est quand même intéressant. Enfin, mais combien ce joueur-là va pouvoir... à quel contrat va-t-il pouvoir signer? Quelle est sa valeur hein. Simplement. Ouais, c'est ça. Quelle est vraiment sa valeur? Et je pense que ça va pas spécialement l'arranger, le retour de Nurkic qui a l'air plutôt en forme en plus. Donc, ouais, plutôt Whiteside sur qu'est-ce qu'il va donner et s'il va pas péter un câble en fait aussi. Très bien. Probablement de très loin le meilleur joueur du bon Portland. De très loin. Parce que quand tu vois Portland. Même s'il y a beaucoup de hype autour de Simmons et de Trent, c'est de loin le meilleur joueur, c'est sûr. Et ben j'enchaîne du coup avant de donner la parole à Alan, parce que justement je voulais parler du banc à Portland, parce que ça m'a une nouvelle fois sauté aux yeux sur ces débuts de scrimmage. Il y a un vrai problème sur ce banc. Il y a un gap entre le 5 et le banc, notamment en termes de création. On se retrouve avec Bala Mario Hezonja qui se retrouve en ISO et qui fait du mélo niveau Mario Hezonja. Donc on est sur, c'est quand même assez compliqué. Voilà. Niveau PJ Hairston. Donc il y a Fernie Simons, voilà, qui peut créer quelques actions pour lui-même, mais ça manque vraiment de punch sur ce banc. Donc ça va être vraiment, enfin c'est là où il faut faire attention pour moi du côté de Portland. On se fait pas trop de soucis a priori pour les titulaires. Alan, toi du coup, qu'est-ce que tu vas regarder à Portland chez les Blazers? Damian Lillard aussi. Simplement Damian Lillard, parce que si il en met 40 par match, ils ont peut-être une chance de... Et il peut le faire. Et il peut le faire, mais oui, c'est ça. Il peut le faire, c'est ça. Il a déjà fait sur des petits temps, il peut le faire. Donc ça, et aussi, je crois que Collins va rejouer aussi. Ouais, donc, Zach Collins, ouais. Moi, j'espère que Whiteside ne jouera pas en fait. C'est surtout ça. J'espère qu'il jouera 0 minutes. Il jouera probablement par rapport à ce qu'a dit Pierre. Il faut quand même qu'on l'évalue. Pour moi, s'ils veulent gagner, s'ils veulent faire s'ils veulent être au top, ça doit être Nurkic et puis Collins à la rotation intérieure. Hein. Ce qui avait marché deux en même temps. Ils vont faire jouer les deux en même temps. Et c'est pour ça que... C'est ça le problème en fait avec eux, puisqu'en fait, quand tu prends leurs 6-7 meilleurs joueurs, il y a 3 intérieurs dedans. Oui, mais... T'as 3 pivots. T'as pas des 4 fuyants. C'est ça, mais t'as pas de joueur intercalé, quoi. Tu vas mettre qui?
Ben, je préfère jouer très petit. C'est 8 matchs. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Ouais, mais si tu joues très petit, ça veut dire que tu mets Melo en 4. Oui, mais ça me dérange. Ouais, je préfère Melo en 4 que Whiteside en 5. Sérieusement. Oui, mais après, sur le banc dans tes rotations, ça veut dire que t'as des Zonja, Nasir Little qui jouent beaucoup et en 2, 3, 4. Simons, Gary Trent. Simons, ouais, c'est. Bah, mais donc vous voulez faire jouer. Donc ça vous dérange pas d'avoir Collins en poste 4 avec Whiteside en 5? Ah oui, ça me dérange. Mais ça c'est valable uniquement avec pour moi, c'est valable uniquement avec Nurkic, tu vois. Si tu veux, par exemple, pour moi, tu vois, si tu as Whiteside en 5, faut absolument que ce soit Melo qui soit en 4, tu vois. Voilà, oui, parce qu'il va défendre en drop. Donc, voilà, c'est ça. Comment tu fais défendre Collins? Le problème, c'est que si tu startes Nurkic, tu startes ni Whiteside, ni Collins. Donc, ils vont jouer ensemble. Donc, comment tu fais? Bah, pour moi, tu fais pas jouer Whiteside, tout simplement. Mais, moi, je pense qu'il va jouer en 4, Collins. Hein. De quoi? Je pense qu'il va jouer en 4, Collins. Hein. Moi aussi, je pense. Hein. Ouais, ça a l'air d'être la direction de Slim Melo, c'était pour qu'ils jouent 3 et qu'ils arrivent à associer parfois 2 de leur big en même temps. Hein. A priori, ça a l'air d'être la direction qui est prise. Quoi. Donc Slim Melo qui jouerait 3 face à des équipes qui jouent de plus en plus avec 3 guards. Ils vont très intelligents. Oui. Ah, mais t'as pas vu les highlights de Melo qui défend à l'entraînement? Non, mais moi, il y a quoi à perdre? Il y a rien à perdre. Ils ont déjà fait une saison vraiment pas bonne. Oui, mais du coup, ils vont expérimenter, je pense. Avec Whiteside. Expérimenter sans Whiteside, il est pas là pour le futur, Whiteside. Ouais, mais justement, si tu veux jouer maintenant, qui va défendre Whiteside sur un banc NBA? Enfin, j'ai pas le calendrier des Blazers en tête, mais pour défendre Whiteside avec ton banc, pour avoir un pivot qui tient physiquement, c'est quand même compliqué. Tu vois, c'est pour ça, je pense que tu t'enlèves quand même une arme, même s'il est ce qu'il est, tu t'enlèves une arme en le faisant pas jouer, et vu comme ils sont partis, Collins va en plus être utilisé en 4, et pour le coup, Nurkic, Collins, à mon avis, ils voient ça comme leur paire du futur à l'intérieur, donc ils sont obligés de starter ça, et ils sont obligés d'utiliser Whiteside sur le banc, parce qu'il y a personne d'autre, et je suis pas sûr que Nurkic, ils veulent le faire jouer 35 minutes dès le départ, ça serait complètement stupide en plus. Ah bah non, il y aura des limitations de minutes aussi, parce qu'ils reviennent, les deux ont été absents longtemps, c'est quasiment leur première minute de la saison. Ils vont pas jouer 48 minutes à deux. Après, c'est quoi l'alternative Whiteside? Wenyen Gabriel, hein. C'est mieux. Ouais, mais après, t'as la question. Je sais pas, j'irai pas jusque-là. C'est dur à la table. Les gars, non mais sérieux, est-ce qu'on a déjà vu un joueur qui s'en fout autant de ce qui se passe sur le terrain que Whiteside? Sérieusement. Mais pour moi, elle est là la question. Moi, j'en ai marre de ce mec. Non, mais j'en ai marre qu'on me dise qui fait ses stats, qui peut être face. Quand t'as Hassan Whiteside dans ta défense, t'as un rating défensif à 120. Ouais. C'est cataclysmique. Ouais, non, mais t'as la question, c'est l'autre question Et surtout, vas-y. Il n'est pas dans le futur du projet, donc pourquoi on le fait jouer? Bah pour voir sa valeur, tu vois, c'est la question que posait Pierre. Et puis si tu le fais pas jouer, qu'il se met à râler et que du coup, Les gars, vous avez vu la valeur d'André Drummond? Imaginez celle de Whiteside. Hein. Ah mais ça on sait. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué, mais je pense que c'est la question qui est posée au front office des Blazers actuellement. Le seul argument pour le faire jouer, vous l'avez dit, c'est que les deux autres, c'est des pivots qui n'ont pas joué de l'année. Et qu'on va pas quand même les rusher comme des chevaux de compétition directement. C'est ça. servirait à rien. Vraiment, je suis d'accord avec ça. Et l'alternative, c'est Whiteside, ou alors, comme tu as dit, c'est Wenyen Gabriel. Mais t'as 8 matchs. Moi, franchement, je balancerais contre le mur des idées, je changerais des choses. Ça n'a pas marché Whiteside. Donc, je sais pas. Ouais, non, mais je comprends l'idée, mais je pense pas que ce soit la direction. Encore une fois, on revient aussi sur les déclarations de Lillard. Lillard, il va vouloir jouer, il va dire non, mais bon, on joue pour gagner. Voilà, c'est une vraie problématique à se poser pour le front office et de gestion d'ego de tes stars et de gestion de ton projet sportif. Enfin, leur métier, quoi, finalement. En tout cas, ça me semble assez clair. Il y a des vraies questions au niveau des Blazers. On a passé un petit temps sur Whiteside, donc il y aura des choses à aller voir et des réponses à aller chercher sur les 8 matchs de saison des Blazers. Et du coup, on va pouvoir continuer avec un changement de conférence. On va passer à l'Est cette fois avec le Magic d'Orlando. Un Magic d'Orlando, pareil, qui a un effectif avec beaucoup de joueurs qui peuvent être intéressants, mais on ne sait pas trop quoi en penser. Bah écoute, Alan, c'est à toi dans la rotation que j'ai notée. Qu'est-ce que tu vas regarder du côté d'Orlando? Evan Fournier. Parce que il a peut-être un rôle surfait pour son talent, mais c'est nécessaire quand c'est la construction de l'équipe, en quelque sorte, de l'équipe d'Orlando. Et parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais c'est potentiellement un des joueurs qui peut toucher le plus d'argent quand la saison est finie. Ça, c'est vrai.
et qui arrive à son meilleur niveau là. Il est dans sa période où il est entre 26 et 31 ans. C'est un moment où tu peux être, même si les carrières sont de plus en plus précoces. Bah là, moi j'ai envie de le regarder lui. Il devrait être en play-off. Alors est-ce que ils vont, ouais, c'est quasiment même sûr. Est-ce qu'il va réussir à élever son niveau de jeu? Peut-être pas gagner 2-3 matchs face au premier tour face à une énorme cylindrée. Mais est-ce que voilà, Evan Fournier va confirmer? Parce que moi je trouvais qu'il faisait une belle saison. Je trouve que depuis 2 ans, franchement, ce qu'il fait à Orlando, c'est vraiment énorme, ouais. C'est vraiment bien. Et voilà, donc et c'est un joueur que j'apprécie énormément sur le terrain, genre son style de jeu, j'aime bien. Et puis il est tellement détonnant avec tous les autres profils qu'il y a à Orlando que c'est pour ça qu'il est surélevé. On lui demande peut-être trop de choses. Donc ouais, je dirais vraiment Evan Fournier en fait. C'est ça, il a assez de responsabilités sur ses épaules, parce que pour qu'Orlando gagne quelques matchs, comme tu disais, il faudra un Fournier au niveau. Et pour l'instant, bon, c'est que le début, ils reprennent, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué, donc on espère que ça va s'améliorer. Pierre, du coup, toi, Fournier ou un autre, peut-être un des plus grands, un des grands dadais d'Orlando? Bah c'est compliqué, parce qu'en fait, il y a tellement de joueurs que t'es encore un peu dans l'attente, ou tu sais pas trop quoi en penser à Orlando, qu'il y en a beaucoup à regarder. Et en même temps, pas du tout. Tu vois ce que je sais pas si... Oui, on rejoint de la problématique Spurs un peu. Non, mais tu peux aller d'un Markel Fultz que je pense que Tom va citer, qui jouit d'un peu de hype en ce moment, dont je ne fais pas partie. Tu as Mo Bamba qui apparemment a passé un peu de temps à la salle de muscu et avec des piqûres peut-être pour se gonfler un petit peu. Chez les pharmaciens, voilà. Des piqûres et de la traîne Bologne. C'est un peu ça, il allait se faire tester pour le Covid, il a fini avec 5 kilos de plus, c'est pas... Non, moi c'est peut-être Aaron Gordon, parce que c'est l'éternelle énigme de cette équipe, c'était censé être le futur leader. On sait que là, cette saison c'était très compliqué. On en a parlé nous en potentiel trade dans notre épisode reconstruction de Minnesota, on était plutôt fan. Il a que 24 ans, alors que j'ai l'impression que ça fait un bon moment qu'il est dans la ligue, il reste assez jeune. Mais il y a un moment, il va falloir qu'il perce un peu ce plafond qu'il a atteint il y a maintenant 2 saisons en fait. Il va falloir qu'il remonte les qualités, qu'il remonte tout ce qu'on avait pu apercevoir de lui, que ce soit offensivement ou défensivement, qu'il retrouve un petit peu son tir. Orlando joue à domicile de manière bizarre, mais il joue aussi à domicile. C'est peut-être l'équipe qui est le moins perturbée, on va dire. Ouais, c'est peut-être lui que je vais regarder. J'ai envie de voir s'il est enfin capable ça l'a remotivé, s'il est enfin capable de se montrer un vrai futur franchise player, ce que je doute, mais au moins un vrai lieutenant. Encore un joueur avec une problématique de rôle, on évoquait pour Evan, mais Gordon, on sait toujours pas, parce qu'avec tous leurs grands, des fois ils jouent 3, est-ce qu'il a vraiment le jeu pour jouer 3? Enfin, voilà, beaucoup de choses à regarder au niveau d'Aaron Gordon. Du coup, Tom, est-ce que Pierre a vendu la mèche? Est-ce que tu vas regarder Markel Fultz? Totalement. J'étais totalement prévisible. Je vais pas aller sur du Melvin Frazier. Aller sur du Melvin Frazier. Non, globalement, moi, c'est Markel Fultz. J'aime beaucoup le joueur. Et en fait, moi, j'ai envie de le voir face à des défenses élites. En fait, j'ai envie de revoir ses instincts de scoring et de création face à des défenses élites. Puisque aujourd'hui, Orlando, je pense qu'au plus haut, ils peuvent aller, c'est chercher la 7e place des Nets. Et en fait, ils vont tomber soit sur... les Bucks, soit sur les Raptors, qui sont les 2 meilleures défenses de la saison régulière. Donc j'ai envie de le voir en fait, tester face à des défenses élites et revoir ses instincts en fait. Ouais, et puis on parlait du rôle d'Evan assez prépondérant sur l'attaque du Magic et sur leur performance. Un Markel Fultz qui retrouve son basket peut aussi être un déclic assez intéressant pour Evan et pour le reste de l'effectif. Je pense qu'Orlando, ils peuvent avoir l'une des meilleures défenses là, sur les 8 matchs. Faudra voir, je pense qu'ils peuvent avoir l'une des meilleures défenses sur les 8 matchs, puisque je pense que c'est une équipe où en fait leur attaque plombe leur défense. Puisqu'ils sont tellement parfois mauvais en attaque qu'ils prennent à chaque fois des points faciles, machin, ils n'arrivent pas. Et du coup, je pense que s'ils arrivent à mettre des points, leur défense sera bien meilleure. C'est possible. Est-ce qu'ils vont mettre des points? Ouais, c'est ça. C'est la question qu'on est en train de poser, évidemment. Pour moi, le profil, c'est Pierre l'a évoqué aussi, c'est Mo Bamba, moi qui m'intrigue, parce que on parle des questions, évidemment, les intérieurs, les grands qui sont toujours draftés au Magic, il y aura des choix à faire, et je pense que Mo Bamba, ça peut être peut se créer une place, parce qu'avec ce nouveau physique, donc venu d'on ne sait où, s'il garde sa mobilité et son explosivité, ça reste, encore une fois, un profil de pivot assez intéressant, notamment défensivement. Évidemment, c'est pas lui qui va aider à mettre les points a priori. Mais voilà, moi, Mo Bamba m'intrigue sur ce retour avec ce nouveau physique.
Donc voilà, plein de questions du côté du Magic aussi. On arrive aux équipes de bas de playoff, donc qui sont vraiment dans l'entre-deux. Donc effectivement, il y a plein de choses assez intéressantes à voir. Et on va continuer du coup avec une équipe que Tom a citée, qui est juste au-dessus. C'est les Brooklyn Nets. Brooklyn Nets donc avec certains retours, d'autres absences qui continuent. Pierre, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'on doit regarder du côté des Brooklyn Nets? Le coaching. Pour Jacques. En vrai, il joue peut-être son poste sur ce moment-là. Bon, j'y crois pas trop, mais ça se trouve, il joue son poste sur ces 8 matchs et le début des playoffs. Donc, c'est peut-être quelque chose à regarder. Moi, je regarderais plutôt les joueurs et plutôt qu'un joueur, j'ai envie de dire les joueurs qui vont s'affirmer comme vrais compléments des Nets de l'année prochaine avec Kyrie et KD. Donc lesquels pourront rester, par exemple, est-ce que Caris LeVert, je sais que vous en aviez parlé dans un podcast, je crois, sur est-ce qu'il devait trader Dinwiddie ou Caris LeVert par exemple. Là, Caris LeVert va avoir les clés en main des Nets, il va, je pense, beaucoup scorer, donc à voir comment il évolue et comment il pourrait être utilisé l'année prochaine s'il reste. Mais tu vois, des joueurs comme Luau Cabarro, Kurucs, Moussa, je vais regarder ça pour voir l'année prochaine quel rôle ils peuvent avoir, s'ils peuvent jouer, s'ils pourront faire partie de la rotation à court terme dans la saison et aussi à long terme sur les saisons futures, mais aussi en play-off. Voilà, c'est ces joueurs-là. Parce qu'il y a une petite base qui est fixe, là ils jouent pas grand-chose parce que peu de joueurs présents pour eux, pas mal de blessés. Donc ouais, c'est ces joueurs-là un peu jeunes qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Très bien. Tom, pour toi aussi, c'est objectif choisir les joueurs pour l'effectif de l'année prochaine? C'est ça, exactement la même optique que Pierre, décidément. Choisir les joueurs pour l'année prochaine. Et moi, en fait, si je vais juste... C'est pas Kyrie qui les choisit? Comment? Non, c'est pas Kyrie. Non, c'est pas Kyrie. C'est pas Kyrie, c'est pas Kevin Durant dont j'ai le maillot. Mais retenez bien ça quand même dans le podcast, c'est que Tom a le maillot de Kevin Durant. C'est improbable. C'est improbable. Moi, je vais regarder Justin Anderson, encore une fois, ailier. Je me dis que voilà, surtout pour le banc l'année prochaine, c'est une équipe qui aura besoin d'ailier pour pouvoir faire reposer Kevin Durant, puisque Kevin Durant, au moment de reprendre, il ne pourra pas défendre, entre guillemets, sur le meilleur ailier adverse. Donc, du coup, il va leur falloir des corps, entre guillemets, des soldats à l'aile à envoyer. Donc, derrière Taurean Prince, peut-être identifier un autre joueur comme Justin Anderson. J'y crois pas du tout. Ça ne crois plus du tout à Justin. Ouais, moi non plus, il est coupé, rebalancé. Et je les vois plus en plus garder un Wilson Chandler qu'en fond de banque, tu vois. Putain, Chandler. Mais... Chandler en 2020, les gars, il est pas. Mais c'est le pote de Kyrie, il a été cité devant Joe Harris. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, dans le fameux message. Ouais. Écoute, c'est à toi, Alan, du coup. Si c'est pas Justin Anderson, c'est qui? Moi, tu vois, ça me fait marrer les Nets parce que franchement, et c'est pas pour de la moquerie ou autre chose, mais on peut essayer de regarder les joueurs qui vont faire partie du projet quand ils seront au top l'année prochaine, mais pour moi, ça sera pas des jeunes en fait. Ils joueront pas. Sérieux, je pense qu'ils joueront pas. L'équipe, elle est... Kyrie, KD vont vouloir du vétéran. Franchement, on sort quand même d'une année où ils ont dit non, mais c'est DeAndre Jordan qui start devant Jared Allen. Rien que le dire, le penser, avoir ça en tête, pour moi, ça dit des choses. Ça dit des choses, ça témoigne de certaines choses. Donc même si comment il s'appelle, certains jeunes même, Caris LeVert peut-être un peu moins parce que Caris LeVert est établi. Il a je pense qu'il a un genre de jeu respecté par KD Kyrie, je pense. Caris LeVert, il y a ça aussi. Mais non, je regarderai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir garder Joe Harris, en fait. Je pense que c'est assez important. Oui, c'est ça, c'est important. Je pense que quand même, c'est une des priorités. Parce que Joe Harris... Je pense que Joe Harris, il fera du Joe Harris, en fait. Donc, j'aurais personne à regarder, vraiment, si je suis très honnête. Surtout que... Je vais pas dire Nick Claxton parce que ça fait hype de malade, de folie, donc non, je dis pas ça. Donc non, je dirais Caris LeVert tout simplement parce que exactement, il est blessé. Donc je dirais Caris LeVert tout simplement parce que il va avoir des ballons et ils vont avoir des plays. C'est un joueur qui en a mis quand même 50 au Garden à un moment dans l'année. Je m'en souviens encore. Donc un joueur capable d'en mettre 50 sur un petit play-in comme ça, pourquoi pas le regarder. Très bien, Caris LeVert pour toi. Moi, je vais reprendre un peu l'optique de Tom. Alors, je vais pas aller jusque-là, mais justement, dans la question des profils qui seront là l'année prochaine,
il y a aussi les profils donc qui vont partir, comme tu disais Alan, qui vont pas correspondre forcément à ce que KD Kyrie veulent. Donc éventuellement, on parlait Levert, Dinwiddie, on sait pas trop ce qui va avoir lieu. Du coup, je me dis que des joueurs comme TLC qui avait été évoqué, ou même Tyler Johnson qui vient d'être signé, peuvent Tyler Johnson qui est un joueur que j'aime bien, qui pourrait très bon dans le dernier match. Ouais, et qui pourrait donc se faire une place comme rotation une fois que les autres partiraient si besoin. Voilà, en tout cas qui a une carte à jouer pour lui-même. Alors peut-être pas honnête en l'occurrence, peut-être pour se montrer une nouvelle fois comme on l'évoquait un peu plus tôt, je sais plus pour quelle équipe. Mais voilà, si je devais dire autre chose que ce que vous avez dit, c'est de regarder TLC, Tyler Johnson, ces joueurs-là de fin de rotation normalement. Même si TLC là, s'est fait une belle petite place, il y a une vraie carte à jouer si on est un petit peu chauvin. Donc, ça peut être le défenseur extérieur attitré en fait. Il avait ce rôle-là en fin de saison et c'est pour ça qu'il jouait pas mal. Il avait tout le temps à charge de défendre sur le meneur adverse, etc. Et c'est peut-être un profil qu'ils auront besoin parce que Kyrie n'est pas le plus grand défenseur, Dinwiddie peut-être pas non plus. Enfin, ils auront peut-être besoin de ce type de joueur-là contre certaines franchises. C'est ça, pour reposer un peu le grand KD. En tout cas voilà, ça c'est pour les Nets. Donc on continue notre petit bout de chemin avec une équipe chère à Tom, c'est les Grizzlies. Donc Tom, je vais te donner la parole. Alors qu'est-ce qu'on doit regarder du côté de Memphis dans cette course au play-off à l'Ouest? Le niveau de jeu défensif de Jaren Jackson Jr. Est-ce qu'il est capable d'être 5 tout seul et que l'équipe ne prenne pas l'eau? Tout simplement. Pas plus de développement, c'est clair, carré, c'est net. Bon très très bien. Voilà l'avis de l'expert. Donc pour les intervenants extérieurs, Alan, qu'est-ce que tu vas regarder du côté de Memphis? Ja. Il est trop cool. Ja. Enfin, Putain, Ja. Non mais la Montaigne. Non mais là la caution Montaigne, là faut arrêter. Ja. On va regarder Ja. Non, la malhonnêteté d'Alan, sachant que c'est le seul à pas lui donner le rookie de l'année dans l'équipe quand même. Ah oui. Ah ça c'est terrible ça. Mais c'est pas de la malhonnêteté, on peut apprécier un joueur et juste en trouver un autre meilleur. C'est du zionisme. C'est sectaire, monsieur. Mais c'est vrai, c'était deux joueurs que j'appréciais. C'est une draft à deux joueurs et c'est deux joueurs qui étaient super top dans cette draft. Donc moi j'adore Ja Morant et le voir jouer c'est toujours cool. Donc, et surtout c'est un joueur que j'ai pas assez regardé je pense cette année parce que j'ai regardé pas se mentir, c'est pas l'équipe que je regarde le plus, Memphis. Donc si là je peux me les choper sur un créneau horaire abordable face à une grosse équipe et qu'ils arrivent surtout à être 8ème et donc jouer potentiellement les Lakers, je vais regarder Ja Morant. Donc c'est capable de nous créer Ja Morant du côté d'Alan. Et pour toi Pierre alors? J'ai bien aimé que Tom ait parlé de triple J, on va l'appeler. Parce que j'ai envie de le voir en poste 5 tout seul comme a dit Tom et de voir comment il peut défendre et tout parce que pour moi c'est ça le futur, ça serait l'idéal à Memphis. Après moi j'avais très envie de voir Winslow et Tom d'ailleurs a mis un petit thread dessus sur Twitter, il est blessé et c'est un peu dommage pour le voir. Oui, pour plusieurs raisons, il est intéressant ce thread d'aller le lire. Pour le voir évoluer avec les autres jeunes, comment il était, c'est un profil qu'ils n'avaient pas en plus et que je trouve fortement intéressant pour le futur, donc j'espère qu'il restera à Memphis. Et non, après comme a dit Alan, Morant c'est quand même le joueur que j'ai envie de le plus regarder à Memphis, voir comment il a pu progresser encore une fois, bien qu'il y ait même sur des images d'entraînement, quand il part au dunk, il fait peur, hein. C'est chaque réception, j'espère qu'il aura progressé là-dessus, mais il fait vraiment peur, je sais que Tom aussi t'en avait parlé. Donc non, c'est Morant que t'as envie de voir jusqu'où il peut aller, est-ce qu'il a profité de ces 4 derniers mois pour progresser, comme pas mal de jeunes joueurs je pense l'auront fait, donc ouais c'est plutôt ça. Pour les réceptions, je me permettrai pas la comparaison, mais je connais cette frayeur, hein, donc je ne lui souhaite pas que ça se fasse si mal. Bon, je pense que vous avez tout dit, hein, c'est aussi moi aussi Jaren Jackson que j'aime beaucoup. Si je devais en citer un autre aussi que j'aime bien, c'est Brandon Clark dans l'association, voir comment ça continue au niveau de ce noyau de jeunes qui est assez clair et qui semble en plus bien parti. Donc voilà, du côté des Grizzlies, c'est pour le plaisir et avec le bonus des playoffs qui sont ils sont en position favorable, hein, pour l'instant. Si on en reste ainsi, c'est Memphis qui a la place 8 à l'ouest. Donc voilà pour l'objectif playoff côté Memphis. Tu voulais dire quelque chose, Tom? Ouais, personne n'est hypé par le pull-up à 3 points de Kyle Anderson, je vois. Le mot hype et Kyle Anderson. Oui, c'est ça. Hype, pull-up à 3 points et Kyle Anderson dans la même phrase. C'est le joueur le moins hype de NBA, je pense. J'essaye d'en chercher un, mais... Alors qu'il est pas mauvais, hein, mais... Oui, c'est un peu un maître étalon, quoi. C'est-à-dire que voilà, t'as le joueur standard, voilà, mais qui va pas au niveau des émotions, c'est pas incroyable, on va dire.
Bon bah du coup on va pouvoir passer à une équipe qui provoque peut-être un peu plus d'émotion. En tout cas, on est aussi sur un niveau de hype assez élevé puisque juste au-dessus on retrouve les Mavericks. Et là il y a les Mavs. Oui, en entier avec Montaigne, les Mavericks. Les Mavericks de Dallas. Donc Alan, qu'est-ce qu'on va regarder du côté des Mavs? Bon, on en a déjà parlé pas mal la semaine dernière en vrai. C'est vrai. Les Mavs, donc je pense que moi je vais. Voilà, Luka, Porzingis, c'est pas très compliqué, pas faire original, je vais pas parler de Dorian Finney-Smith pour défendre sur les postes 3 de la conférence Ouest, même si ça pourrait être possible en vrai de regarder ça. Donc non, Luka, Porzingis, dans une optique playoff, face à une équipe qui sera sans doute meilleure qu'eux, mais ils auront peut-être un coup à jouer, donc c'est ça qu'il faut regarder je pense. Même chose Pierre, Luka, Porzingis? Ouais, ben exactement, voir en playoff que ça peut donner. On sait que Luka est l'un des top joueurs NBA maintenant. Comment il va se montrer en playoff et voir contre qui ils vont jouer aussi, parce qu'ils jouent les Clippers, ça tombe pas très bien pour eux, je pense, si ça bouge pas. Porzingis, jusqu'où lui aussi il peut aller. Et pour réagir à ce que vous avez dit la semaine dernière, je pense qu'ils sont pas si mal équipés que ça autour, mais qu'en fait les Mavs ont construit maintenant un collectif avec des joueurs qui savent s'exprimer, qui, j'ai presque envie de dire, surjouent presque, parce qu'ils sont tous au maximum de leur capacité, très bien utilisés, et que suffit d'équiper ça un peu mieux ou de remplacer certains joueurs et ça fera très vite une très belle équipe, et qui est déjà plutôt belle, surtout offensivement, on va pas dire le contraire. Donc ouais, le futur duo normalement dominant pour les Mavs. Bonne transition Pierre, pour éviter de parler du duo, Tom, je vais te poser la question sur le supporting cast, qui pour toi va être intéressant à suivre du côté des Mavs autour du fameux duo Luka-Kristaps. Alors pour faire plus original, moi j'aurais dit Seth Curry en fait, parce que je pense que y a pas mal d'équipes qui vont envoyer des gros ailiers pour trapper Luka Doncic, donc il sera peut-être obligé de lâcher la balle un petit peu plus tôt à la manière de James Harden, et je pense que dans un rôle secondaire de finisseur secondaire extérieur, je pense que Seth Curry peut avoir un gros rôle à jouer. On l'a vu très à l'aise déjà dans le match face aux Lakers. Il a fait 100%. Il fait 6 sur 6. Ouais, c'est ça. Donc depuis là, même dès la fin de saison, il était déjà bien, même Delon Wright aussi. Donc moi vraiment Seth Curry, j'attends de le voir en fait vraiment sur un sit-in playoff et voir puisque c'est un joueur qui a bien maturé, qui tu sens que voilà, il est marié, il est posé dans son basket carrément. Donc j'ai envie de le voir en playoff, voir ce qu'il peut donner quoi. Je suis d'accord, j'avais aussi noté Seth Curry un peu pour sortir du duo, et puis aussi parce que je pense que c'est un joueur qui malgré tout, s'il ne s'appelait pas Curry, bénéficierait peut-être d'un peu plus de hype, parce qu'il est quand même, il est quand même assez incroyable dans son rôle, hein, comme tu disais, mais dans son rôle, enfin voilà, des performances à 6 sur 6, il en a sorti quelques-unes comme ça où il artille, et tu te dis ça s'arrête plus. C'est quand il prend feu, il fait partie de ces scoreurs un peu fou à 3 points. C'est un des meilleurs shooters de NBA. Hein. Ouais, probablement. Ouais, non mais je suis un des meilleurs shooters de NBA. Il est toujours à plus de 40% à 3 points. Surtout que tu vois, il a un peu de volume, il a la diversité parce qu'il en prend après dribble, il en prend après pick and roll, il en prend en sortie d'écran, en catch and shoot. Il a vraiment toute la panoplie en fait du shoot. Il shoot loin aussi. Oui, il a une range. Ouais, il shoot loin. Donc c'est un des derniers joueurs qui peut prendre des staggers comme ça. Très constant aussi, il a peu de vagues. Tu vois, même en playoff l'année dernière, il est efficace, il était vraiment très très intéressant comme joueur de complément. Oui, c'est vraiment fort, très très fort. Ouais, puis si je dois rajouter un truc, on peut déplorer l'absence de Dwight Powell, évidemment, qui pour moi est un joueur qui est essentiel pour ouais, voilà, qui est très intéressant dans le collectif global de Dallas, mais voilà. Il amène beaucoup de verticalité au jeu. Et puis complémentaire avec Kristaps, ça se passait bien, donc. En tout cas, on verra. À voir donc pour les Mavs qui eux sont en bonne position pour faire quelque chose en tout cas, au moins en termes d'émotion. Après en termes de résultats, et c'est vrai qu'il y a des sacrés ogres à l'Ouest. Mais on en parlera la semaine prochaine quand on attaquera le haut du tableau, parce que on va terminer cet épisode avec une dernière équipe et elle est du côté de l'Est. Et il va y avoir des choses à dire. Je pense que messieurs, vous aurez des joueurs à suivre ou des situations. C'est les Sixers. Donc Pierre, je vais te lancer toi. Qu'est-ce qu'on va regarder à Philadelphie avec notamment ce cas de changement de 5 qu'est-ce qui t'intrigue toi? Les Sixers d'ailleurs qu'on vient de battre avec Oklahoma City sur un énorme comeback et 2-3 points d'André Robertson. Je tiens juste à mentionner ça. C'est vrai qu'en début de podcast j'ai dit que c'était mal embarqué et voilà. 2-3 points d'André Robertson dans la dernière minute, ça devient j'ai rien d'autre à ajouter. Non, les Sixers en fait, au-delà d'un joueur, moi c'est tout le groupe que je vais regarder, parce que si ça marche pas là, il faut que ça pète. Il faut que quelque chose se passe, parce que Simmons c'est vraiment de plus en plus fort et devient
même quand il n'y a pas Embiid, il est vraiment très très fort, il est l'un des meilleurs défenseurs NBA, il porte la balle, enfin vraiment, il est vraiment fort depuis un moment. Embiid est à son prime ou pas loin. Il arrive dans plusieurs années, il est re-signé. Enfin voilà, il y a ce duo-là, et j'ai eu énormément de mal avec comment c'est équipé autour et comment c'est construit, notamment avec Al Horford par exemple. Donc ce que je vais regarder, si ça fonctionne. On sait que défensivement, c'est élite, ça sera très 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 fort. Mais offensivement, il faut qu'il trouve des solutions, il faut que Ben Simmons ait de la place pour jouer. Le fait de mettre Milton dans le 5 et de le faire jouer poste 4, peut-être plus en pick and roll ou ce genre de choses, pourquoi pas, mais il lui faut la balle en main, il faut qu'il ait de la place pour s'exprimer, et j'adore d'ailleurs les Sixers, je les trouve très intéressants en version sans Embiid ou sans vrai pivot, avec beaucoup de spacing autour de Simmons. C'est comme ça qu'ils sont plus forts offensivement en tout cas, bien qu'Embiid est le meilleur joueur de l'équipe, hein. Mais ouais, c'est ça en fait, juste est-ce qu'ils vont enfin confirmer, et est-ce qu'ils vont battre les Celtics au premier tour pour Alan. Très bien, et parole à la défense. Alan, qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qui fait peur ou non du côté de Philadelphie? Ben Simmons, c'est un de mes joueurs préférés, même s'il joue dans une équipe rivale. Mais c'est vraiment ce joueur-là que de base, j'adore regarder. Alors, une certaine élégance aussi, très très belle élégance, un joueur tellement atypique et tellement fort surtout. Il est super fort. Et puis voilà, comment ça va se passer. On a vu les changements possibles de line-up, les changements possibles de position, mais c'est quel type de position? C'est la position que tu défends ou c'est la position que tu adoptes en attaque? C'est plus la position que tu défends, parce que la position que tu adoptes en attaque, celle de Ben Simmons, elle est impossible vraiment à déterminer. Donc moi je dirais Ben Simmons. Et quel type de role player va pouvoir step up, monter, émerger, merci, se détacher, parce qu'il y a une petite hype chez Milton avant la fin de l'interruption de la saison. Puis il y a Matisse Thybulle qui est un excellent défenseur, mais qui peut poser des problèmes à ton spacing. Et après, si tu mets du Furkan Korkmaz, ta défense va en prendre un coup. Pour moi, j'avais toujours dit que pour moi c'était une équipe qui avait 7 joueurs, puis 8 max. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir avec ça? Et ça sera assez intéressant. Et surtout, est-ce que Ben Simmons va enfin avoir les clés, parce que il est super fort, mais je trouve que sur les 2 campagnes de playoff dernières, il a eu des moments un peu où il était un peu en dedans. Et moi, j'aimerais qu'il soit tout le temps dedans. En mode patron, quoi. Ouais. Du coup, Tom, tu le vois comment, toi? Moi, franchement, le joueur que je vais plus le regarder chez Philly, c'est vraiment Tobias Harris. En fait, moi, Tobias Harris, c'est un joueur qui me déçoit un peu. C'est-à-dire que, voilà, c'est un joueur gentil. Et je sais pas comment expliquer ça autrement, hein. C'est-à-dire que c'est Jimmy Butler. Voilà, tu vois, c'est un bon joueur, hein. C'est un bon joueur qui est capable, qui a énormément de capacité basket, hein. Mais je trouve en fait qu'il est trop il est trop dans son moule, et je pense que là, il a l'occasion en fait de montrer sur la plateforme entre guillemets playoff, où pour moi, hein, c'est lui le meilleur joueur extérieur qui a le pull-up à Philly. Déjà, t'as enlevé beaucoup de choses. Joueur extérieur qui a un pull-up. À Philly, déjà, il y a beaucoup moins de monde, hein. C'est ça, parce que en gros, tu vois, il joue entre guillemets poste 3, mais pour moi, j'aurais même pas dû dire extérieur, j'aurais plutôt dû dire initiateur. C'est le seul gars qui, pour moi, peut faire énormément de choses balle en main, qui a un combo taille. Parce qu'on a vu, hein, quand il est arrivé, quand il était chez les Clippers, c'était l'un des meilleurs joueurs sur le pull-up à 3 points au-dessus de 2-6, quoi. L'un des meilleurs joueurs NBA. Donc, enfin, voilà, quoi. Il a les capacités. Moi, j'ai envie de le voir prendre un peu plus le jeu à son compte, et pas simplement être un joueur qui attaque des close-out. Ouais, il se contente de jouer un peu comme un Aaron Gordon qu'on évoquait un peu plus tôt, parfois. C'est ça. Alors que je veux le voir beaucoup plus agressif, quoi. Très bien. Oui, non, mais ça s'entend totalement. Vous avez à peu près tout dit, hein. Moi aussi, j'étais sur Ben Simmons. Et puis évidemment surveiller cette histoire de rotation, hein, pour voir, parce qu'évidemment il change de 5, alors tout le monde parle de ça, mais a priori en termes de minutes, faudra voir ce qui est fait, mais Joel Embiid et Al Horford devraient voir quand même plus de minutes que se cherche avec Milton. Et puis Matisse Thybulle aussi, parce que une nouvelle fois je le place, sa petite série m'éclate. Et puis en plus un super défense. Enfin, ils ont toujours une défense, parce que c'est ça, on a beaucoup parlé des problèmes qu'ils ont eu à installer Al Horford, et que c'est pas aussi hype que ce qu'on a bien voulu croire ou nous faire croire à l'intersaison dernière, mais
Mais là, ils avaient construit cet effectif-là avec en plus Halerford pour pouvoir défendre très fort en play-off. C'était ça l'objectif, en tout cas l'idée qui semblait se dégager. Et ils sont capables de le faire. Donc moi, c'est ça qu'il va falloir surveiller sur certains gros match-ups. Moi, j'ai envie de voir les Sixers affronter d'une certaine façon Milwaukee ou les Celtics. Enfin, voir comment ces match-ups-là vont être joués, quoi. Et ils ont de la profondeur, elle est là maintenant, avec Glenn Robinson et même, comment il s'appelle, Alec Burks aussi. Burks, Après, profondeur, quoi. Oui, mais pour quelques minutes de play-off, ouais, c'est bien qu'en play-off. Bon. Mais c'est pas tant là que leur manque était pour moi. C'est pas les profils que j'aurais préféré pour eux. Ou alors, si Robinson se met à vraiment scorer à 3 points et à mettre dedans, ça peut être intéressant. Mais je suis pas serein sur leur banc. Ouais, à voir si la perte d'un profil à la JJ Redick est pas rédhibitoire par rapport au gain de défense qu'on évoquait juste avant. Quoi. Et ben voilà, je crois que c'est tout. Si vous voulez ajouter quelque chose peut-être sur les Sixers ou c'est bon? Combien de temps vont jouer Horford et Embiid en même temps sur le terrain? Encore une question de choix d'intérieur, un peu comme à Portland. Voilà, ce sera la question finale. On va s'arrêter sur les 76ers pour l'épisode de cette semaine, messieurs. La suite, ça ira des Pacers jusqu'aux Bucks et ce sera donc pour la semaine prochaine. Pour nos chers auditeurs de podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à échanger avec nous sur les réseaux sociaux, surtout si, selon vous, on est passé à côté d'un joueur, peut-être, à surveiller, on sait jamais. Et en ce qui concerne les plateformes où vous nous suivez, où vous nous écoutez, si vous êtes un fidèle de SoundCloud, sachez qu'avec le changement d'hébergeur qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant, du côté de Duck Hebdo, cet épisode, ce sera malheureusement le dernier qui sera uploadé sur SoundCloud. Donc si vous voulez continuer de nous suivre, on sera évidemment toujours là sur tout un tas d'autres plateformes. On vous met bien sûr les liens sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et en tous les cas, on vous remercie pour votre fidélité, ça fait toujours chaud au cœur. Et on se donne vite rendez-vous dès la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette revue d'effectifs de la bulle par Duck Hebdo. Et messieurs, tous les trois, je vous remercie, c'était cool. Parfait. Salut.